Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Francis Roy. Je suis professeur et directeur du département des sciences géomatiques. C'est moi qui ai l'honneur d'animer notre soirée de ce soir, ma thèse en 180 secondes au sein de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Ce soir, la soirée va être divisée en trois volets principaux. Un premier volet pour les présentations en français. Il y aura 5 candidats et candidates dans cette section. Samuel Pilote, Pauline Perbet, Luc Giron-Père, Anthony Drouin et Alan Sid. Sera suivi d'un deuxième bloc qui est le combat des professeurs qui opposera Justine Gagnon du département de géographie et Stéphane Roche du département des sciences géomatiques. Et enfin, notre troisième bloc consistera aux présentations en anglais. Il y aura 2 candidats et candidates, Varvara Vladimirova et Zian Chen, qui s'affronteront amicalement dans ce bloc. Et suite aux présentations, le jury qui est composé de 3 professeurs de chacun des départements de la faculté, qui est Éric Gilbert en sciences géomatiques, Alison Munson en sciences du bois et de la forêt et Émilie Saunier-Talbot du département de géographie. Donc, pendant que le jury va délibérer, l'assistance vous serez conviés à participer à un quiz Kahoot qui sera animé par Monica Gagné. Et ensuite, normalement autour de 18h15, le jury, après délibération, annoncera les gagnants, donc le prix francophone, prix anglophone et prix du public, et aussi nommera les représentants, le représentant francophone et anglophone pour la finale institutionnelle de l'Université Laval qui aura lieu le 24 mars prochain sur l'heure du dîner. Et enfin, il y aura une finale nationale pour le volet francophone. Ça va s'intégrer dans le cadre du congrès de l'ACFAS qui a lieu à l'Université Laval au mois de mai prochain. Donc, cette finale nationale aura lieu le 11 mai 2022 ici même sur notre campus. Et pour la finale nationale anglophone, la date est toujours à déterminer et c'est placé sous la responsabilité de l'Association canadienne des études supérieures. Avant de débuter, je rappelle un peu les consignes, les règles de cet exercice de vulgarisation scientifique et de communication, parce que ça en est un. C'est un défi de présenter ce que l'on aime et l'objet de notre travail là, qui nous passionne depuis déjà quelques années et de se limiter à 180 secondes. C'est un défi, mais c'est à la fois un exercice de synthèse, de concision et surtout de communication. Chacun des candidates et des candidats, vous avez le droit à une seule diapositive qui sera présentée, qui sera partagée avec l'audience durant votre présentation. Une seule diapo sans animation. Évidemment, ce seront des critères qui seront vérifiés, qui devront être respectés de manière stricte. Aussi, vous ne pouvez pas influencer les membres du jury en portant des déguisements, en ayant des fonds d'écran un peu comiques ou qui porter des messages autrement que par votre communication. Ceci étant dit, la consigne du 180 secondes, elle est très importante parce qu'en cas de dépassement, cela signifie que la trappe s'ouvre et que ça conduit immédiatement à une élimination. Donc, vérifiez, assurez-vous de respecter l'échéance du 180 secondes. Il y aura un chronomètre qui apparaîtra à l'écran qui vous permettra toujours d'avoir conscience du temps qui s'écoule assez rapidement.
Je vous rappelle les 4 grands critères d'évaluation qui seront utilisés ou qui seront considérés par les membres du jury dans leur délibération. Donc, il y a un premier critère de vulgarisation, donc la capacité à vulgariser un sujet, des fois qui peut être très spécialisé et qui doit être vulgarisé pour être bien compris, saisi par l'audience. Le deuxième critère est le talent d'orateur ou d'oratrice. Le troisième, ce sera la structuration de l'exposé qui sera présenté. Et enfin, l'effet coup de cœur ou l'effet wow, donc dire qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qui a marqué les membres du jury dans leur appréciation. Et on va vous inviter je pense que ça va être de manière simultanée avec le quiz Kahoot. Vous serez tous appelés à voter pour le coup de cœur, votre présentation coup de cœur de la soirée. Mais je pense que ça s'applique uniquement pour les présentations des étudiants et des étudiantes. Donc, vous aurez à voter et c'est ce vote populaire qui permettra de déterminer un lauréat ou une lauréate du prix du public de ce soir. Donc, ça va. Je pense que c'était les directives. Vous êtes tous au même niveau. Je crois qu'on va pouvoir débuter dès maintenant avec notre premier bloc des présentations en français. On peut nommer les participants et leur affiliation. Si j'y arrive. Bon, je pas. Ah, OK. Attendez un petit peu, je me trompe. Bon, OK, j'ai trouvé mon fichier. Donc, dans ce premier bloc, Samuel Pilote, qui est à la maîtrise en sciences du bois et de la forêt, sous la direction de Daniel Baudouin. Deuxième, Pauline Perbet, qui est au doctorat en sciences géomatiques sous la direction de Martin Belland. Luc Giron-Père, qui est à la maîtrise en sciences du bois et de la forêt, sous la direction de Christian Dagenet. Enfin, Anthony Drouin à la maîtrise en sciences du bois et de la forêt sous la direction de Jérôme Simon-Morin et puis Alan Sid au doctorat en sciences du bois et de la forêt sous la direction de Pierre Blanchet. Donc, je pense que nous sommes prêts à débuter et je laisse la parole au premier candidat. Je suis là, qui est ici, là, Samuel Pilote, avec le titre « Automatiser les inventaires de bio en forêt ». Donc, à vous la parole. Excellent. Mon ordi est un peu lent, excusez-moi. On va vous demander de le mettre en mode de plein écran. Voilà. C'est parfait comme ça? C'est parfait comme ça. Bon, bien, excellent. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui est d'automatiser les inventaires de bio en forêt. Alors, imaginez-vous être propriétaire d'une scierie avec une centaine d'employés. Votre scierie a des besoins spécifiques en bio au niveau des espèces d'arbres, des diamètres et des longueurs pour la production de vos différents produits. Vous envoyez de la machinerie forestière en forêt et vous investissez des milliers de dollars dans la construction de chemins et la récolte du bois. De plus, vous savez précisément ce que vous avez récolté seulement 4 à 6 mois plus tard, une fois que le bois a été transporté dans votre cour et vous permettant ainsi d'orienter votre production. Sachant que dans le marché du bois d'œuvre, vous ne contrôlez pas les prix de vente qui fluctuent de vos produits, il est d'une importance capitale de contrôler vos approvisionnements. Maintenant, si je vous dis qu'il y a un moyen de connaître précisément ce que vous avez récolté la semaine même, à la place de plusieurs mois plus tard, vous permettant ainsi de planifier vos approvisionnements et votre production
pour profiter des bons prix du marché. Eh bien, c'est ce que mon projet permet sans envoyer de mesureurs en forêt à une époque où il y a pénurie de main-d'œuvre. En effet, la procédure utilise 3 intrants. Il y a le tracé des chemins forestiers, les points GPS du porteur et les données dendrométriques des bios mesurés par la batteuse façonneuse lors du façonnage avec ses instruments de mesure. Eh bien, la procédure, elle, qui a été développée dans le logiciel ARMA, permet de recréer le travail effectué par le porteur. Ce que la procédure fait, dans le fond, c'est qu'elle détermine si le porteur roule, charge ou décharge les bios selon sa vitesse et sa proximité du chemin pour attribuer les bios aux différents empilements qu'il a repérés. Une fois la procédure complétée, il produit 2 extraits. Le premier est un fichier permettant de localiser les empilements de bois et le deuxième est un rapport statistique des bios constituant les empilements. Par le rapport statistique, il est possible de connaître le nombre de bios et la somme des volumes par espèce d'arbre, par classe de diamètre et par classe de longueur. Avec ces informations, les scieries pourront améliorer leur compétitivité en optimisant le transport du bois et leur plan de production pour profiter des bons prix du marché. Merci. Bon, mais félicitations, Samuel. Le critère du temps est respecté. Bravo. Fini pile, il restait à peine 2 secondes. Donc, ici, le défi du 180 secondes est relevé haut la main. Donc, est-ce qu'on commence? Encore, moi, j'ai quelques petits commentaires. Après chaque présentation, on aura quelqu'un qui va juste dire quelques mots. Donc, félicitations, Samuel. C'est intéressant comme sujet, un outil innovant dans un contexte de main-d'œuvre difficile. Donc, c'est original. Puis, j'aime bien aimer l'utilisation de votre voix, d'expliquer. Puis, j'aimais bien aussi le fait que vous nous dites de mettre dans le rôle d'un propriétaire, qu'on imagine comme que c'est nous qui doit gérer tout ça, puis bon, vous allez nous donner une meilleure façon de le faire. Donc, j'aimais cette perspective là, comme, OK, c'est vous maintenant, le proprio. Donc, bravo. Merci. Merci, Alison. Bravo, Samuel. Donc, nous poursuivons dès maintenant avec Pauline Perbet, rappel étudiante au doctorat en sciences géomatiques, dont la présentation s'intitule « Traduire l'histoire de la forêt avec l'intelligence artificielle ». Donc, Pauline, ta diapo est là. Donc, à toi la parole quand tu es prête. Je ne la vois pas, mais vous la voyez, Ah, vous? Moi, je la vois très bien. OK. Donc, c'est le principal, si vous la voyez. Je suppose que c'est la... Ouais. Ça vient de bouger, là. Ah, c'est bon? Puis si tu ne la vois pas, j'espère que c'est la bonne, là. Tu as des Oui, images bon, je sais. Landsat à gauche et des pixels, une image pixelisée complètement à droite. Là. Ah, ben, c'est bon. Je peux commencer. Donc, bonjour. Il y a de nombreuses perturbations dans la forêt boréale. Ces perturbations peuvent être d'origine humaine, naturelle. Elles peuvent impacter l'ensemble des arbres ou seulement une partie. Ou elles peuvent être immédiates ou progressives. Il est important de les connaître, que ce soit pour faire le suivi du changement climatique ou pour adapter l'aménagement de la forêt en fonction de ces perturbations. Les images satellites Landsat sont idéales pour ce travail d'observation puisqu'elles prennent des images régulières de la forêt et cela depuis une trentaine d'années. Mais les méthodes qui existent aujourd'hui ont un peu de difficulté à localiser et classifier les perturbations de faible intensité comme les épidémies ou les sécheresses, les mêmes qui risquent d'être plus nombreuses à cause du changement climatique.
Quand on regarde l'information spectrale d'un pixel dans le temps, on peut voir qu'il essaye de nous raconter une histoire. Sur ces graphiques, chaque point correspond à une année et chaque courbe a une bande spectrale. C'est là une portion du spectre électromagnétique qui est dans l'image. Et par exemple, en haut, le pixel, il nous dit « Moi, je n'ai pas de perturbation depuis 1984 ». Celui du milieu, j'ai brûlé en 1995. En bas, on voit, c'est un pixel qui a subi une épidémie de tordose du bourgeon de l'épinette depuis 2010. Et si on pouvait déchiffrer ces courbes, comme nos téléphones interprètent nos paroles lorsqu'on utilise une commande vocale, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes algorithmes d'intelligence artificielle que Google pour traduire un texte, pour traduire l'information spectrale de mes perturbations? C'est ce que j'ai essayé en utilisant un modèle d'apprentissage profond qui s'appelle Transformer. J'ai présenté des milliers de pixels, donc je connaissais le message, la perturbation et l'année, et j'ai entraîné le modèle. En observant sur un jeu test, je me suis aperçue qu'effectivement, le modèle reconnaissait le message des pixels et leur attribuait à plus de 75% la classe correcte. C'est un bon point de départ pour imaginer une chaîne de trainement qui donnerait plus de détails sur l'histoire de la forêt. On espère également pour ajouter une information sur le volume de bois en incluant les images LIDAR. Bonjour, je suis un pixel de la sapinière québécoise. Après une épidémie dans les années 80, puis une coupe totale en 2005, je me régénère tranquillement et je compte atteindre mon volume de bois dans 30 ans. Avec mes voisins, on commence à avoir un petit peu chaud, alors on espère que les humains vont quand même faire un petit effort sur leur limitation d'émissions carbone. C'est ce genre de discours qu'on aimerait entendre. C'est beaucoup d'informations, donc la dernière étape de notre projet sera d'essayer de faire en sorte que ça soit clairement compréhensible sur une cartographie. Merci de votre écoute. Bien, bravo et félicitations, Pauline. Alors là, tu valides le respect du temps. C'était à peine avec mon œil de lynx, 2 secondes et demie. Bravo. Donc, j'invite Émilie à commenter ta présentation. Excellente présentation, Pauline. J'ai bien aimé. J'ai aimé la simplicité de ta diapositive, premièrement. Moi, j'y connais absolument rien là, à ton sujet. Et puis, j'ai compris c'était quoi l'objectif. Et j'ai aimé ton débit, qui était ni trop lent, ni trop rapide. Peut-être essayer de parler un peu plus fort, même si on est par Zoom. Des fois, on peut se laisser aller sur ça, mais si jamais tu te ramasses en finale là, sur une scène, ce serait bien de projeter ta voix un peu plus. Et j'ai beaucoup aimé aussi la structure de l'exposé. Et à la fin, avec la discussion des pixels, c'était très original. Bravo. Bon, merci, Émilie. Merci, Pauline. On poursuit avec le troisième concurrent, Luc Giron-Père, avec une présentation intitulée « Place au bois apparent ». Donc, la diapo en mode de présentation. Parfait. Donc, à toi la parole dès que tu es prêt. Ah, là, on ne vous entend pas. Votre micro est fermé. OK, il faut départ. Oui, OK, ça va. Même le départ n'avait pas été donné. Donc, à toi maintenant. Tout va? OK. La construction en bois offre de nombreux avantages, que ce soit d'un point de vue environnemental ou au niveau de sa performance avec un bon rapport poids-résistance ou encore de par son esthétisme. En effet, les produits d'ingénierie, comme le bois lamellé-collé ou le bois lamellé-croisé, permettent de réaliser une structure de formes diverses avec des poutres arquées, par exemple, ce qui confère au bâtiment une forme innovante et dont la structure peut être laissée apparente. De plus, il est maintenant reconnu que le bois apparent dans une pièce apaise et procure une sensation de bien-être aux occupants. Il fournit également un environnement de travail agréable.
Ceci est dû au fait que les humains aiment ce qui est naturel ou ce qui les rapproche de la nature. C'est ce qu'on appelle la biophilie. On a donc tout intérêt à utiliser le bois le plus possible, ainsi qu'à laisser les structures en bois visibles. Malheureusement, lorsque l'on parle d'une structure en bois, on voit également un tas d'allumettes qui seraient prêts à s'embraser à la moindre flamme. Ainsi, le Code national du bâtiment restreint l'utilisation du bois dans la construction en fonction de l'usage du bâtiment. Et pourtant, lorsque le bois brûle, il forme une couche de carbonisation qui agit comme une barrière protectrice et qui limite la propagation de la chaleur à l'intérieur de l'élément en bois. Ainsi, derrière cette couche de carbonisation, on retrouve une section de bois à température ambiante qui aura conservé toutes ses propriétés mécaniques. Le but de mon projet, c'est donc de développer un modèle analytique qui permet de prédire la dynamique incendie dans un compartiment contenant du bois apparent. En fait, le terme analytique, ce que ça signifie, c'est que mon modèle il consiste en une résolution d'équations qui pourrait se faire à la main à l'aide d'une calculatrice ou encore avec un fichier Excel comme dans mon cas, parce que c'est quand même plus simple. Donc, le modèle, lui, se base sur les équations de conservation de la thermodynamique. Donc, que ce soit la conservation de la masse, conservation du mouvement ou conservation de l'énergie. Puis celles-ci, elles me fournissent des équations pour décrire les changements qui s'opèrent à l'intérieur de mon compartiment lors de l'incendie. Donc, le modèle, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prédire les conditions de température, l'énergie libérée et aussi la durée de l'incendie. Ces informations, elles sont utiles pour estimer la quantité de bois qui brûlera lors de l'incendie et ainsi de prendre en compte la participation de ces éléments en bois à l'incendie. Les résultats de la modélisation, eux, ils permettent surtout de savoir quelle sera la section résultante de bois non affectée par la température. Ainsi, en utilisant ce modèle, les concepteurs seront capables de dimensionner une structure en bois en faisant en sorte que la section restante après l'incendie soit suffisamment grosse pour continuer de soutenir le bâtiment. Pour terminer, ce projet devrait faire le lien entre les avantages biophiliques du bois et les aspects sécuritaires, en apportant un outil d'analyse qui, on l'espère, permettra d'augmenter les quantités permises de bois apparent dans le bâtiment. Merci. Bon, bien, merci beaucoup, Luc. Félicitations. Il vous restait 5 secondes utiles pour entreprendre autre chose, mais bon, vous avez très bien respecté le temps. Je demanderai maintenant à Éric Gilbert de commenter votre présentation. Oui, ben, merci Luc. C'était une présentation qui était vraiment intéressante, j'ai trouvé. J'ai bien aimé, moi, les diapositives, enfin la diapositive avec les dessins. J'ai trouvé que ça était progressif là-dessus. Ça m'a fait un peu peur à un moment quand vous êtes parti dans des termes un peu plus techniques en parlant de thermodynamique, mais ça a été bien expliqué après. Donc, j'ai bien apprécié ça aussi, justement. Donc, de montrer qu'il y avait des équations, qu'il y avait de la technique, mais finalement que c'était pour vraiment un objectif clair dans la présentation. Donc, non, félicitations donc, pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci Éric, merci Luc. Prochain participant, j'invite Anthony Drouin avec une présentation intitulée « L'aménagement durable des forêts, le défi d'en faire le suivi ». Donc, je vous laisse partager votre diapo. Parfait. Vous voyez ma diapo? Oui, il faudrait la mettre en mode de présentation. Oh, là, non, là, vous êtes mode du présentateur, c'est peut-être pas l'idéal, là. OK. Diaporama, à partir. Essayez en cliquant dans le bas de votre écran sur le petit. Ouais. Diaporama. Ouais. Ah, ça apparaît. Ça ne sera pas long, là. J'essaie de comprendre. Ah, ben, je ne sais pas si vous allez, le troisième icône en haut, diaporama personnalisé, il doit y avoir un choix de menu, là. Je comprends comme pas pourquoi ça apparaît de même. Est-ce que tu partages un écran ou tu partages l'application PowerPoint? C'est peut-être ça. Attends, je vais essayer quelque chose. Parce que c'est comme si vous utilisiez, il y avait deux écrans. Oui, c'est ça, je pense qu'il arrive. Là. OK. Désolé du petit contretemps. OK.
peut-être de même. Est-ce que ça bon, on l'a eu. OK, parfait. Donc, dès que vous êtes prêts... ça va peut-être être bizarre un peu. Ma diapo apparaît comme pas ouvert ou ma caméra, mais bon, ça, on va faire avec ça. Ouais, peut-être comme Pauline tout à l'heure, mais nous, on la voit très bien. Là, c'est très clair à l'écran. Bon, parfait. OK. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de maîtrise qui touche à l'aménagement durable des forêts et le défi d'en faire un suivi. Dans le fond, pour commencer, le fondement de l'aménagement durable des forêts, c'est de maintenir ou améliorer la santé à long terme des écosystèmes forestiers. Puis au Québec, ça prend sa place, dans le fond, par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, qui oblige le ministère des Forêts, de 1, à faire un aménagement durable des forêts, et de 2, à faire son suivi par un bilan quinquennal. Ce bilan-là, il prend sa forme sous 33 indicateurs qui sont tous suivis afin de voir si on fait du progrès en termes d'aménagement durable des forêts et aussi à savoir si on atteint l'objectif de base d'aménagement durable. Puis finalement, le bureau du forestier en chef fait l'analyse externe du bilan quinquennal, donc il s'assure que ça soit fait d'une façon objective. Ça, c'est la façon que ça prend sa place dans l'échelle de la province. Donc, on analyse toute la forêt de l'État sous cette forme. Et qu'est-ce qui arrive quand on veut s'intéresser à une forêt en particulier ou à un territoire particulier public? C'est le cas de mon sujet de maîtrise. Dans le fond, moi, c'est la forêt de la seigneurie de Lobinière, qui est une forêt publique, donc qui est gérée par l'État, qui se trouve dans les basses terres du Saint-Laurent, sur la rive sud. Là. Ici, on voit le fleuve là, à la droite qui traverse l'écran. C'est entre Québec et Trois-Rivières. Dans le fond, localement, dans cette forêt-là, il y a plusieurs organismes, dont Nature Québec, l'organisme des bassins versants de la rivière du Chêne, les Amis de la forêt de la seigneurie de Lobinière, la MRC de Lobinière, qui ont des inquiétudes face à l'aménagement de cette forêt-là et qui ont posé des questions aux gestionnaires, à savoir si vraiment le maintien et l'amélioration de la santé des écosystèmes forestiers est atteint. Mais ils ont été laissés sur leur faim aux réponses des gestionnaires. C'est pour cette raison qu'ils m'ont mandaté au travers de ma maîtrise, dans le fond, pour faire un bilan d'aménagement similaire à celui que j'ai parlé un peu plus tôt, mais qui s'intéresse vraiment à la forêt de la seigneurie de Lobinière en particulier. Et là, il n'y a aucun modèle, aucun guide qui existe afin de faire un guide ou une évaluation externe d'un bilan d'une forêt en particulier. Donc, il a fallu que je développe mes propres méthodes et mes moyens pour y arriver. Par exemple, les données que j'ai choisies, c'est d'utiliser les inventaires écoforestiers qui sont produits par le gouvernement du Québec. Ces inventaires-là sont faits à chaque 10 ans depuis 1965. Puis pour les comparer entre eux, pour voir l'évolution de mes indicateurs et tout ça, il faut que je les compare, mais la manière que c'est fait et compilé, ils ne peuvent pas se comparer. Donc, il a fallu que je crée un langage qui permet de les comparer entre eux et vraiment voir l'évolution de mes indicateurs au travers du temps. Bref, en ce moment, je suis à la rédaction de ma thèse puis je suis en train de tirer des conclusions. Mais le message vraiment que je veux passer dans ma maîtrise, c'est que tout le monde pense que le suivi est extrêmement important. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais dans n'importe quel projet, que les gens font, quand on se plonge dedans et qu'on veut vraiment démontrer que le suivi, ça se fait, bien, on rencontre des défis. Puis fondamentalement, le suivi, ça permet d'affirmer que ce qu'on fait fonctionne. Donc, c'est important. Merci. Bon, merci Anthony. Un petit dépassement de 5 à 6 secondes, mais le message est clair. Et je cède la parole tout de suite à Alison qui va commenter. Oui, merci Anthony. C'est beau défi, votre projet, mais c'était très bien expliqué. C'est assez clair c'est quoi le défi, comment vous l'avez abordé. C'était très clair. Je pense que vous pourriez peut-être jouer un peu plus avec votre voix quand vous expliquez les choses, de mettre l'accent sur certaines choses, aussi de justement jouer vocalement pour mettre l'emphase ici et là. Puis ça pourrait aider à ajouter un peu plus d'énergie. Mais j'ai bien aimé, puis bravo. Bon, ben, merci Alison. Merci Anthony. Nous passons à notre 5e et dernier concurrent du volet francophone. Je voyais, est-ce que Alan est bien connecté? On ne trouve pas. Ouais.
Joli, on le cherche à l'écran et dans la boîte de discussion. Je ne crois pas qu'Alan soit là. Ah, OK. Je ne crois pas qu'il est là. OK, bon. On attend, on part le chronomètre puis on attend 180 secondes qu'il se présente ou on peut passer. Donc, s'il est absent, on va passer. C'est malheureux, mais on va passer tout de suite au deuxième bloc, si vous êtes tous d'accord. Le duel des professeurs. Ça va. Christine, je te laisse investiguer encore une ou deux. Oui, je pense qu'Alan n'y est pas là. OK. Bon, la question est close. Donc, nous voilà maintenant je ne veux pas parler de combat, au duel des professeurs. Je vois Justine. Évidemment, on en prend des gros mots, mais ça demeure très amical. Donc, Justine, je te vois à l'écran, donc je te laisse la parole. Partager ta diapo. Oui, c'est ça. J'espère que ça ne fera pas peut-être la même chose. Moi, j'ai 2 écrans. Hein? Donc, c'est ça qui Oui, c'est ça tout à l'heure. C'est tout à l'heure, hein? OK. En fait, ce qui était partagé, c'était le mauvais écran. Il s'agit peut-être de partager l'écran en plein écran, en plein affichage. Si ça ne marche pas, je propose de lui enlever 1 seconde, moi, ou 1 minute. Ça commence bien. Ça, c'est du maraudage et de l'intimidation. Parfait. Est-ce que ça fonctionne bien comme ça? Très bien. Tout est à l'écran, c'est parfait. Donc, dès que tu es prête, on part le chronomètre. OK, je suis prête. À la sortie de la municipalité de Forestville, sur la Côte-Nord, se trouve l'entrée de la route 385, un des nombreux chemins industriels qui sillonnent le territoire ancestral des Inuits Pessamit. La route longe en partie la rivière Bétiamit ou Pesamiu-Chipou en Innu-et-Mun et offre des paysages, des panoramas étonnants où se côtoie d'un côté la rivière qui est encaissée entre d'imposantes falaises et de l'autre côté, les traces laissées par les coupes forestières dans le secteur. Dès ses premiers kilomètres, la 385 témoigne des multiples enchevêtrements politiques, économiques, culturels qui caractérisent aujourd'hui le territoire de la Première Nation. Après quelques heures sur les chemins rocailleux, des perches utilisées pour monter un campement traditionnel Innu se dessinent au loin. Le lieu s'appelle Etchekes, un mot qui réfère à la présence d'une baie et d'un cran. Situé aux abords de ce qu'on appelle aujourd'hui le réservoir Pipmoagan, que vous pouvez voir sur la carte et qui a été mis en service par Hydro-Québec en 1955, cet ancien site de rassemblement où les familles de la communauté de Pessamit et de Mashtoyats avaient l'habitude de se regrouper au début de la saison de chasse, se fait donc l'écho d'une époque qui paraît désormais lointaine, c'est-à-dire celle du nomadisme des Inuits. Mais si elle n'est plus pratiquée de la même façon, la mobilité territoriale des Inuits qui était rendue possible à l'époque par l'utilisation des rivières comme voie de pénétration vers l'intérieur des terres a engendré au fil des générations un ensemble de paysages culturels distincts qui incarnent encore aujourd'hui les savoirs, les pratiques et les valeurs de ceux et celles qui les ont façonnés. Leurs traces sont désormais ténues et souvent peu visibles, mais la vivacité des esprits, elle, étonne par sa puissance et la volonté des Inuits d'y reposer aujourd'hui le pied en traduit la valeur à titre de patrimoine. Mais la question se pose à savoir comment assurer la protection de cet héritage singulier dont l'intégrité s'étiole face aux processus successifs et cumulatifs d'accaparement foncier liés notamment à l'exploitation des ressources et aux activités liées à la villégiature également. Quels enjeux et quels défis posent l'enchâssement de ces paysages inuits au sein d'univers politiques, juridiques et ontologiques allochtones?
et dans quelle mesure la protection et la mise en valeur de ces paysages pourraient contribuer à l'établissement de relations plus harmonieuses entre les différents acteurs qui sont présents sur le territoire. Le projet Patrimoine enchevêtré, approche et outils pour encadrer la protection et la mise en valeur des sites culturels inuits, qui est co-construit en collaboration avec la communauté de Pessamit, a donc pour objectif d'identifier les enjeux que soulève aujourd'hui la protection et la mise en valeur de ces sites ou paysages qui, par leur caractère hautement symbolique, revêtent une dimension patrimoniale pour la communauté, tout en élaborant des stratégies culturellement adaptées pour y répondre. Cette démarche qui combine donc recherche documentaire et archivistique, relevé toponymique, réalisation d'entretien auprès des membres de la communauté et cartographie participative s'inscrit dans une volonté résurgente de faire revivre autant que faire se peut les territoires ancestraux et les pratiques qui leur sont rattachées. Et puis j'ai dépassé le temps. Et oui, mais bon, non, c'est... Je faisais moins de 3 minutes aujourd'hui quand je l'ai fait. Là, je pense que c'était ma thèse en 210 secondes. Mais bon, c'était très bien, une belle image qui allie photographie et cartographie. Donc, merci Justine sur sur ces traces des paysages autochtones. La question de l'accaparement foncier m'interpelle également. Donc, merci. J'invite tout de suite le second concurrent, Stéphane Roche, du département des sciences géomatiques. Parfois, on voit très bien ton image, Stéphane. Donc, quand tu es prêt, on active le chronomètre. Je suis prêt. Bon, allez, la parole est à toi. Alors, regardez-moi bien dans le blanc des cartes. Ça pourrait être le titre d'un livre. Au fond, Philippe Vassé, qui est un auteur français, a préféré intituler son roman « Un livre blanc, récit avec carte ». Il y dévoile les secrets qui se cachent dans les zones laissées blancs par la carte de l'Institut géographique national de la région Île-de-France. Et il y décrit assez précisément cette réalité que les cartographes n'ont pas su ou n'ont pas voulu représenter. Alors, ces blancs des cartes auxquels même Astérix et Obélix, dans leur dernière aventure à la recherche du Griffon, sont confrontés, elles ne sont pas anecdotiques, ce blanc des cartes. Il n'est pas anecdotique du tout, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça révèle une absence de données géographiques, un problème de complétude de la base de données qui est à l'origine de la carte, un enjeu de qualité au fond? Ou est-ce que c'est le signe qu'il existe vraiment rien à cette place-là, à ce moment-là, ce qui est assez peu probable? Ou encore, est-ce qu'il y a dans ces lieux-là des infrastructures très sensibles qu'il faut protéger ou cacher, des zones militaires, par exemple, la demeure de personnalités importantes, etc. Alors, vous me direz, on s'en fout un peu du blanc des cartes, mais pas tant que ça, en réalité. Dans un monde qui est celui qu'on connaît actuellement, qui est gouverné par la donnée, un monde dans lequel chacune et chacun d'entre nous sommes en partie définis par les données qui nous caractérisent, dans lequel nos droits et les services auxquels on peut légitimement prétendre sont fortement dépendants de ces données, eh bien, ce que les experts appellent aussi des déserts de données soulève de nombreux enjeux. Et puis des enjeux qui sont essentiels en termes de pauvreté informationnelle, d'équité et de justice spatiale, de souveraineté informationnelle même, à l'échelle d'une ville, d'une région ou d'un pays. Alors en effet, qu'est-ce qui se passe dans ces territoires ou qu'est-ce qui se passerait dans ces territoires pour leur population qui serait privée ou qui serait trop pauvre en données? Quelle serait la capacité d'en comprendre les dynamiques et donc de poser des gestes d'aménagement et de gestion pertinents, d'y développer des services adaptés? Puis en même temps, faut-il pour autant tout montrer sur les cartes au risque d'empiéter sur la vie privée ou de mettre en péril des équilibres géopolitiques ou même économiques qui quelquefois sont fragiles en dévoilant trop? C'est toujours l'équilibre à chercher entre tout dévoiler, n'en dévoiler pas assez, et donc c'est une recherche et des questions éthiques qui se posent. Alors ces questions, elles sont essentielles pour nous les géomaticiens, mais elles le sont aussi pour les géographes, elles le sont certainement pour les forestiers, et c'est pour cette raison qu'Alexandre Gouré, l'un de mes derniers étudiants qui s'est inscrit cet hiver au programme de doctorat, s'est engagé dans une recherche qui vise justement à développer une méthode qui permettrait d'identifier, de recenser et de comprendre ces déserts de données.
Alors, n'hésitez pas, si jamais vous le croisez dans les prochaines semaines, regardez-le bien dans le blanc des cartes. Merci beaucoup. Bon, ben, merci Stéphane. Bravo. Tu as respecté le temps à 2. Il te restait 2 secondes quand même. Ouais. Et là, ben, ta présentation m'a inspiré une citation que tu pourras réutiliser, qui est la suivante. Le blanc des cartes est à la cartographie ce que le trou noir est à la cosmologie. Oui. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Donc, merci pour ta présentation. J'inviterai maintenant, bon, ben écoutez, c'est la partie, on va s'activer un peu, là, cher auditoire, toutes les personnes présentes. Le duel de Justine et de Stéphane, le sort du duel est entre vos mains. On vous invite à voter pour la présentation qui vous a le plus inspiré. Selon vous, quelle est la meilleure performance? Vous êtes invité à voter dans les prochaines secondes. Moi, je vais voter pour Justine. Alors. Et le résultat sera rendu dans les prochaines 10 à 15 secondes. C'est un vote secret, s'il vous plaît. Oh, pardon. Trop tard. Et on vous laisse encore 5 secondes pour voter. Est-ce que ça va, ça? 4. Ben, Christine, c'est toi qui vois, là. Parfait. Je vais maintenant mettre fin. Je mets fin au vote maintenant. Vous devriez voir les résultats. Francis, je te laisse annoncer. Oui. Si tu vois. Je n'ai rien à annoncer, là. J'ai l'impression. Ah, bon. OK, bon. Ben, écoutez, bravo à vous deux. Bravo, Stéphane. Pourtant, j'ai voté pour Justine, je te le dis. Bravo, Justine également. Évidemment, ben, je pense peut-être que le dépassement de temps a été très pénalisant dans ton cas, mais c'est 2 sujets. Les règles, hein? Ouais. Je pense 2 sujets qui se rejoignent parce que vous aviez une base cartographique dans les 2 cas. Et possiblement qu'aussi cette idée-là de l'absence de données sur une carte, comme tu le disais, Stéphane, ce n'est pas nécessairement de l'absence d'information. Je pense que c'est un message important à retenir. Et Justine, je viens de lire coucou, mais puis ça résonne beaucoup avec tout ce que tu as dit. Ah ben oui, c'est sûr qu'il y a des liens à faire. Ouais. Donc, on vous invite à continuer votre belle collaboration. Merci à vous deux. Excellent duel de professeurs. Maintenant, nous sommes mûrs. Au deuxième bloc étudiant, les présentations en anglais, il y a 2 concurrents et concurrentes. J'inviterai dans un premier temps Varvara Vladimirova avec une présentation intitulée « Can Caribou Prediction Models Facilitate Other Conservation Strategies ?» Donc, si tu partages ta diapo. Donc, très bien. Good. À vous la parole. Okay. Can I start? Yes. Okay, so my piece is quite interdisciplinary, as you can see. So one of the biggest challenges that we are currently facing is creating effective management and conservation strategies. We are spending billions and billions of dollars to create conservation strategies that we don't really know if they would work. But what if we could create a model that could tell us how animals respond to their environment? Where do they move and how it affects their survival? To create such a model, you need to choose a threatened species that is well studied,
for which we have a lot of reliable data collected throughout a long period of time. Boreal caribou is a perfect case animal. We have about 30 years worth of data from GPS collars, tracking caribou movement and mortality. We also have aerial surveys tracking caribou numbers and births. And we also have about 800 DNA samples. And that's a lot of data. So for our study, we first look at how proportion of different landscape features affects the caribou population. If the landscape remains the same or changes, the decision is, how does that affect their survival? So using both ecological and DNA data, we can look at how caribou move on different scales, so in both short and long periods of time. And this step will be used to create a hypothesis. Then we need to test the hypothesis. To do that, we input the data of caribou locations and landscape features in 2010 and our hypothesized caribou movement algorithm, so the one that we just created. We run the model for the next 10 years. We compare it to the empirical data of caribou in 2020. Once we identify the best model, we can predict the future movement of caribou over the next 50 to 100 years. For the predictions of the future landscape features, we will use climate change and forest management scenarios. This model will be the first model to combine several disciplines to predict animal movement on several scales using robust animal and landscape data. It will not only assist in addressing the conservation issues of caribou in Quebec, but it can be tailored to be used to assess the conservation strategies of a range of systems across the globe. It can help us identify where to concentrate our conservation efforts and create conservation strategies that are more likely to be effective. Okay, thank you very much. You respected the 180 seconds deadline. You still had 20 seconds. I will invite Eric Gilbert to comment your presentation. Yep. Thank you, Varvara, for your presentation. So again, I quite like your presentation. But I found you were quite efficient in showing it's quite a complicated problem you have to solve with many variables. As you said, it's multidisciplinary, so it's quite visible in your presentation. And you were quite able to show this complexity, showing that you take a lot of different kinds of data and that it's something that takes over a long period of time. So that's a good work for this. Just one small comment. Your figures on the top right, I had difficulties to see if it was always the same kind of figures in red and green, or if there was a difference between each figures. So if you were trying to show something different or not on your image. But that's overall, no, thank you again. That was a very good presentation. Thank you. Thank you, Rick. Thank you, Varvara. It was well done. Now I would like to invite our next contestant, Zian Chen, will present peeling the onion of underground modeling. So you can share your diapo. Well, that's good. So anytime you're ready, you can start. Okay. Good afternoon, everyone. Peeling an onion is quite common experience in our life, isn't it? It's tears in your eyes and repeating layers after layers. And these layers have similar shape, different size, different color, different details, and eventually come to the core. Today, let's peel the onions of underground modeling. Before we start talking about underground world, I bet you have experience with classic paper map or Google map, or at least a map in a computer game. Just like the picture shown in the left, you're all familiar with the representation of lines, points, and polygons, or even 3D shape. Have you ever noticed when viewing them from different distance or in different scales, they show different geometry, textures, and the containing details varies? In fact, there is a concept about this idea and have been used for many areas, the level of detail.
For 3D city buildings, you might have seen or used it in Google Maps or Google Earth. We take this concept to provide in order to satisfy the different demand in the workplace, such as data acquisition, modeling, visualization, and spatial analysis. But how about those underground objects that are hidden beneath the surface, those invisible ones, but crucial ones? So my research, firstly, is about to find those possible layers for underground utility network. For example, in the picture shown in the upper right, we could simply use line to represent the main network, or with 2D polygons to show the region, or with 3D tubes to express the volume and space. I'm going to propose a method to define what are the suitable levels and how to represent them in a computer, especially in the map system, not only caring about the geometry, but also the spatial information and the logical hierarchy lies behind. And our solution is to define this based on the decision-making task involved in planning or management process. We decompose the task and evaluate its complexity and find the connection between the task categories and the levels, then decide which one fits best our task. For instance, in the picture below the red arrow, we have two different 3D representations, and which one do you think fit better the task? See the distribution of the pipe and view the vertical position between buildings. After my research, it will help people to decide which kind of model they need and to solve which kind of problem, what information would be wanted. In a nutshell, with the wisdom from peeling an onion, let's try to build the digital city and a smarter world. Thank you so much. Okay, well done, Zian. You still had the 6 seconds left. Very good. Would invite, is it? Me. Okay, it was written Allison, but okay. Hey, yes, since Alan wasn't there. Then it's your turn to comment. Okay. Well done, Zian. I really want to congratulate you on, first of all, the quality of your English. It's a second language, and it's not easy to present in a second language, but you did it very, very well. I really loved your use of questioning the audience. I liked also your use of images, like the peeling of the onion. That's it helps the listener to imagine what you're trying to say, and your use of very good expressions, like in a nutshell, and things like that. So I really, really enjoyed your talk. It was clear. It's also a difficult subject, but I think you made your point very well. So congratulations. Okay, thank you, Emily, for the comments. Thank you, Zian. Avec cela met un terme à nos présentations étudiantes du concours Ma thèse en 180 secondes de cette année. Avant que je vais laisser aller les membres du jury, vous pouvez vous retrouver dans votre salle privée pour délibérer. Nous, entre-temps, je vous inviterai tous à voter pour votre présentation coup de cœur sur les 7 présentations que nous avons eues aujourd'hui, les 5 en français, les 2 en anglais. Je vous inviterai à aller voter. Je pense que c'est sur un sondage Forms, ce qui est indiqué ici sur mes petites notes. Christine, peut-être m'indiquer exactement. Oui, c'est confirmé, je l'ai copié-collé dans le chat. Le clavardage. Oh, OK. Donc, vous pouvez être dans la boîte conversation, dans la boîte chat. On vous invite à aller vous connecter sur la plateforme Forms et de répondre au sondage pour qu'on puisse avoir un lauréat ou une lauréate du prix du public. Sans plus tarder, je cède la parole et l'écran à Monica Gagné qui, dans la prochaine minute, va animer notre séance d'aujourd'hui avec un quiz KAOUT. Oui, bonjour tout le monde. Juste en train de régler une petite affaire, pour ça je vais être ready to go.
OK, parfait. Fait que je vais partager mon écran. OK. Là, je vais partager mon écran. Là, tu partages ta musique, en tout cas. Je peux arrêter la musique si vous voulez, là, c'est vous autres. Ouais. Comme ça. Bon, ça marche? Oui, on voit, et surtout en attente de joueurs. Oui, exactement. Fait que le concept est très simple avec Kahoot. Là. Vous vous connectez sur www.kahoot.it et ensuite de ça, vous rentrez le code PIN du jeu, qui est le 2166221. Kahoot.it. Oui, exactement. Je vais juste me présenter un peu. Là. Moi, je m'appelle Monica Gagné, je suis présidente de la semaine. Puis c'est ça, fait que je suis très heureuse d'animer ce petit Kahoot-là. Puis j'ai une petite passion pour les Kahoot, fait que quand on m'a proposé de le faire, ben, j'ai pas hésité. 216 6221. Exactement, c'est ça. C'est quoi le code déjà? Tu viens de dire? 216 2661. Non, 216. Ouais. 6221. Ah, OK. Ouais. Puis moi, comme pseudo, j'ai mis Stéphane Roche, puis j'avais tout manqué les questions. Ah non! Ben, moi, je sais pourquoi je n'écoute jamais ce que tu dis. Tu ne retiens pas les codes. Bon. OK, c'est parti. Ah, OK. Il y a à peu près 47 participants. En ce moment, on est 20. S'il y a des gens qui éprouvent des problèmes là, avec comment se connecter à Kahoot, ben, juste me le dire, puis je vais faire plus de précision sur comment se connecter. Demandez le code à... Le code est écrit en haut ici. Oui, mais sinon, il suffit de le demander à Francis, c'est bon. Ouais. Ah, OK, sinon je demandais à Francis. Je vais te donner les codes d'accès à nos salles de réunion. C'est ça. 44 13 19. Ton numéro de cellulaire aussi. On va tout commencer à appeler Francis. Mon numéro de cellulaire, c'est comme le blanc de la carte, c'est secret. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il existe, il faut dire. Oui, aussi. Oui, il y a Ben, je pense pas que ça. Je pense que ça se tente comme ça, puis au pire, les gens peuvent vous rajouter après. Donc, on va commencer ça, c'est le meilleur gagnant. Fait que le petit Kahoot de la tête en 180 secondes, on commence avec la première question. Hein. La première question. Comment se nomme le couloir reliant les pavillons Abitibi-Price et Jeunesse H. Kruger? Donc, c'est le jardin de Colette. Non, excuse-moi, le jardin de Price, le jardin de Colette, excusez, le jardin d'Adam et le jardin vert. Comment on fait pour répondre? Donc, c'est ça, vous cliquez sur l'appareil que vous utilisez. Il va y avoir différentes formes. Donc, vous pouvez voir sur mon écran que j'ai partagé que le triangle représente le jardin de Price, le losange représente le jardin de Colette, le cercle représente le jardin d'Adam et le carré représente le jardin vert. Donc, si vous croyez que c'est le jardin vert qui est la réponse, vous cliquez sur le carré et ensuite, ça, vous pouvez avoir peut-être un point si vous avez la bonne réponse. Puis aussi, il y a une question aussi de temps. Fait que si vous répondez le plus vite possible, la meilleure réponse, ben, la bonne réponse, vous avez plus de chances de gagner première place. Donc, il reste 6 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'était le jardin de Colette. Bravo. On va aller au prochain. Donc, combien y a-t-il de plantes dans le jardin de Colette? Donc, est-ce qu'il y en a 28, 32, 39 et 35? Le jardin de Colette est renommé partout sur le campus de l'université pour une place qui c'est le fun à l'étudier. Donc, souvent, en tant qu'étudiante de la faculté,
puis quand je marche dans John Colette, mais je connais personne parce que c'est du monde de médecine qui sont là. Parce que c'est tellement beau là-bas, il y a tellement de belles plantes. Mais la question ici, c'est mais c'est quoi le nombre de plantes qu'il y a? Donc, 28, 32, 39 ou 35. Je les ai arrosés pendant toute une grève, moi. Ah oui, c'est bon. Oh non. Donc, j'ai 39 plantes. J'ai la chance d'aller voir. Je vous suggère. Oh, Sam, Sam, il est en haut. Troisième question. De quelle essence sont constituées les poutres structurales dans la cafétéria de Jeunesse H. Kruger? Est-ce que c'est de l'épinette noire, du pain rouge, de l'épinette blanche ou du sapin baumier? Mais ça, c'est un avantage des forestiers. Là. Pas... Donc, est-ce que c'est l'épinette noire, le pain rouge, l'épinette blanche ou le sapin baumier? C'est de l'épinette noire. Oh, OK, ça se dépasse au classement, là. Ça allait. C'est rendu compétitif. Donc, quatrième question. Combien de bénévoles compte le petit CAF? Donc, est-ce que c'est 45, 52, 58 et 60? Pour les gens qui ne connaissent pas le petit CAF, c'est le petit café c'est les cafés étudiants de la faculté. Puis c'est une de mes petites passions. Là. Je suis gérante au petit CAF, puis j'aime bien ça. Puis je vous encourage à venir chercher n'importe quoi au petit CAF. Ça va être très fort là-bas. Fait que c'est 58 bénévoles qui travaillent au petit CAF. Oh, OK, ça monte. OK, là, comme on a mis parcours, je vais vous raconter une petite blague. Fait que fait un pouce sur une cloche? Pudding! Donc, question numéro 5. Quel animal empaillé retrouve-t-on au pavillon Louis-Jacques Cazot? Donc, est-ce que c'est une chèvre, un carcajou, une marmotte ou un canard? Petite anecdote avec le Cazot. Il y a aussi un autre animal qui n'a pas été mentionné ici qui est empaillé. C'est une autruche, mais malheureusement, on ne peut pas avoir accès à cet animal empaillé-là. Ils l'ont comme mis dans un... En tout cas, dans un endroit, mais premièrement... Hein? On ne peut pas la voir, elle a la tête dans le sable. C'est ça, c'est ça. Non, mais moi, j'ai une grosse passion pour les autruches. Là. Puis les autruches, ça met la tête dans le sable parce que ça veut voir si leurs œufs sont là. Fait que, tu sais, quand il y a un tremblement de terre, tout ça, c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est juste à cause qu'ils veulent voir si leurs bébés sont là et sont pas encore en vie. Ouais, c'est une anecdote de même. Donc, c'est une chèvre qui est empaillée au Louis Cazot. Louis-Jacques Cazot. Oh, c'est un pilote, ça monte, ça monte! On n'arrête pas le progrès. Non, c'est ça qu'ils disent. Hein? En quelle année l'Université Laval a-t-elle été pourvue de la forêt Montmorency? 1960, 1964, 1970 ou 1976? Donc, la forêt Montmorency qui se trouve à peu près à une quarantaine de minutes de la faculté de foresterie. Une belle petite forêt, là. Je vous suggère d'y aller. C'est bien beau tout ça. La deuxième forêt? Hmm? La première ou la deuxième? La petite ou la grande forêt? La forêt Montmorency. Je ne sais pas s'il y en a une plus grande ou une plus petite, là, mais c'est la forêt qui est reconnue par notre campus pour une forêt de recherche. C'est ça. Il y a eu deux. Je pense que tu voulais dire la forêt originale et la forêt celle qui a extensionnée. été élargie. Ah, OK, je comprends. Je ne connais pas assez le dossier forêt Montmorency pour m'aventurer dans cette discussion-là, mais... En fait, je crois qu'elle est au moins 5 fois plus grande qu'à l'origine. Oui. Ah, OK. Elle est passée de 64 à... OK. Mais c'est en 1964. Ah. Yes. OK, Sam, mais une grosse avance, là. Ça va bien, ça va bien. Vrai ou faux? Donc, le département de géographie de l'Université Laval fait partie des 5 ou 6 plus anciens au Canada. Donc, vrai ou faux?
Donc, c'est vrai. OK, Sam, t'es en feu. Donc, c'est la dernière question. Donc, misez tout pour le tout. Donc, vrai ou faux? La FFGG regroupe près de 1500 étudiants. Donc, vrai ou faux? Donc, la faculté de foresterie, géographie ou de géomatique. Oh, donc c'est vrai. Donc, en troisième place, c'est Luc. Bravo. Ensuite, deuxième place, c'est BAP. Et première place, qui est-ce? Sam Pilote. Wow! Bon, ben, Yes, bravo sir. pour sa faculté. En quatrième place, il y avait Nat. Et en cinquième place, il y avait Gabriel. Bon. Fait que c'est ça. Donc, bravo. Merci beaucoup, Monica. Fort instructif. On en apprend tous les jours sur notre faculté. Non, c'est ça. Bravo à tous. Donc, je cherche du coin de l'œil si les membres du jury nous ont retrouvés, s'ils ont quitté leur salle de délibération. Je ne crois pas. On pourra recommencer le quiz, puis je suis certain qu'on serait meilleur. En attendant. Donc, écoutez, on va attendre quelques minutes. Là, ça ne saurait tarder que notre jury revienne. Je vous rappelle, je ne pense qu'on prend toujours, Christine, on prend toujours le vote pour la présentation coup de cœur. Si vous n'avez pas consigné votre choix ou votre présentation de coup de cœur, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien qui apparaît là, dans la boîte de discussion, la boîte de chat de la présentation Zoom. Là, je pense que c'est le dernier élément là, dans le bas de la boîte. Là, accès à un sondage sur la plateforme Forms. Ça nous permettra de remettre tout à l'heure, en même temps que le prix francophone, le prix anglophone, ça va nous permettre de remettre le prix coup de cœur qui résultera, la présentation qui aura reçu le plus d'appui dans ce sondage. Et je vous rappelle également qu'aujourd'hui, l'idée, oui, c'est une activité pédagogique, je dirais exceptionnelle, là, un exercice de communication et de vulgarisation scientifique. Comme je le disais, il y a un défi important, là, respecter le 180 secondes quand on parle d'un sujet des fois très pointu, spécialisé, qui nous occupe et nous obsède des fois depuis quelques années. C'est un défi de le faire. À peu près, on a eu de très bonnes performances aujourd'hui. Je vois que les membres du jury sont de retour. Donc, roulement de tambour. Nous attendons impatiemment votre verdict. Bon, alors j'ai été mandatée pour être la porte-parole des juges. Premièrement, on tient à féliciter tous les candidats. Vous avez fait un très, très bon travail. Vous avez tous réussi le défi là, de présenter votre sujet de recherche en 180 secondes, ce qui est un exploit en soi. Et vous avez tous réussi à nous faire comprendre en quoi consiste votre projet de maîtrise ou de doctorat. Donc, toutes nos félicitations. Vous avez toute notre admiration. Maintenant, ça a été assez difficile de déterminer les gagnants. Surtout du côté anglophone, là, on avait deux candidats qui étaient très, très côte à côte là, dans les évaluations. Finalement, la personne qui va représenter la faculté, ce sera Ziane. Et c'est Varvara qui remporte le prix du jury au niveau anglophone. Bon, comme je disais, c'était un choix difficile. On a trouvé
que la présentation de Varvara était un peu plus facile à suivre. Ses objectifs étaient très clairs, la diapo illustrait clairement ses propos et l'ordre aussi des informations présentées. Et c'était une très bonne simplification d'un sujet assez complexe. Donc, bravo Varvara. Et du côté francophone, eh bien, c'est Pauline qui remporte la palme à la fois. Bon, ce sera notre représentante à la finale institutionnelle et elle remporte aussi le prix du jury. On a trouvé sa présentation claire, simple, facile à suivre. Sa diapo était très utile, très bien adaptée au médium qui est la présentation Zoom. Une bonne utilisation de la voix aussi et une originalité qu'on a appréciée. Évidemment, trois maîtrises, peut-être que ça lui donne un petit avantage. Donc, on voit que peut-être il y avait plus d'expérience derrière la présentation, mais je suis certaine que les trois autres là, vont continuer à s'améliorer et peut-être qu'on les reverra l'année prochaine. Donc, félicitations Pauline, félicitations Varvara, félicitations à tous. Personnellement, j'ai bien apprécié mon expérience et j'espère que tout le monde a passé un bon moment et on va vous retrouver là, à la finale institutionnelle pour encourager nos candidats de la FFGJ. Merci. Oui, merci à tous les candidats pour l'effort parce qu'on sait que c'est un grand effort de faire cet exercice, donc bravo. Voilà, félicitations à vous aussi, donc c'était un très bon travail. Donc, merci beaucoup à vous trois, Alison, Éric et Émilie. Également pour vous, vous avez à évaluer, comparer des présentations qui viennent des différents domaines de la faculté qui ne sont pas nécessairement vos champs d'expertise. Vous y êtes arrivé avec brio. Vous avez exprimé des commentaires, je pense, fort intéressants et fort utiles pour les participants et participantes d'aujourd'hui. Félicitations à Pauline, félicitations à Varvara, qui ont remporté le prix francophone et le prix anglophone. Et de mon côté, bien, il me reste l'insigne honneur d'annoncer, de révéler du concours du sondage auquel vous avez été conviés à participer. Évidemment, si j'avais fait un peu plus de mise en scène, j'aurais une enveloppe que je déchirerais avec entrain et je révélerais le nom du lauréat qui est Luc Giron-Père. Félicitations, Luc, tu remportes le prix du public, en fait le prix coup de cœur de l'édition 2022 de ma thèse en 180 secondes. Bravo, c'est bien joué. Le côté artistique était bien apprécié. Ouais. Merci beaucoup. Des fois, ben, c'est aussi l'occasion, je pense que ta diapo l'exprime bien, de prendre des risques. Dans un format qui est quand même assez rigide, là, 180 secondes, une diapo, tu as pris le risque de t'exprimer via l'art de la bande dessinée. Ben, vois-tu, ça a été fort apprécié du public. Donc, bravo. Puis je tiens à féliciter tous les candidats et candidates. Écoutez, c'est un exercice pédagogique extraordinaire pour démontrer que vous avez des capacités de communicateurs et de vulgarisateurs scientifiques qui, au-delà de vos sujets de recherche, là, sont une compétence excessivement importante là, aux études graduées et pour le futur. Je félicite également Justine et Stéphane qui se sont prêtés à l'exercice sur leur passion et leurs intérêts de recherche. Encore merci à nos trois membres du jury et bien, à l'organisation souvent obscure derrière cet événement qui ont organisé
ma thèse en 180 secondes, encore une fois à distance. Merci Sophie Senneville, merci beaucoup Christine. Je l'ai moins vue, je sais que Sonia Rivet est également là. Et merci beaucoup Monica pour l'animation avec le quiz Kahoot. J'aimerais juste, excuse-moi Francis, je voudrais juste ajouter, on avait aussi Natacha Fontaine à l'organisation, puis on avait 3 représentants de la Semaine des sciences forestières. Donc, on avait Amy, Anne-Sophie et Maxime. Merci beaucoup pour votre aide. Donc, merci beaucoup. Désolé pour l'oubli. Donc, je crois que sur ce, 18h17, cela met un terme à une très bonne édition 2022 de ma thèse en 180 secondes. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout, écoutez, suivez l'actualité et restez présents lorsque nos 2 candidats, Pauline Perbez et Anne Chen, se présenteront pour représenter la faculté au concours institutionnel de l'Université Laval qui aura lieu le 24 mars prochain dès midi. Donc, bonne soirée à tous, bon retour à la maison pour ceux et celles qui ne sont pas déjà à la maison. Allez, au revoir. Merci, Francis. Bye. Merci, Francis. Bonne soirée tout le monde. Oui, merci. Bye bye. Bonne soirée.